Right. Can the other two cohorts that just joined from this link can also rename themselves? Also, I am not able to view the screen share. Can you please share again? No, it is sharing, it's just black. Yeah, you'll have to reshare. Just make sure that you're sharing the right window with the um, sound attached to it. Meanwhile, please, I have two Muhammad here. Can anyone please rename themselves and just Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Destination Canada Tourisme, Hôtellerie, Restauration. J'espère que vous avez déjà pu avoir quelques informations concernant ce forum en ligne, que vous allez pouvoir rencontrer les exposants et avoir et réunir le plus d'informations dans le cadre de la préparation de votre projet d'immigration. Dans le cadre de ce forum, nous avons un programme de conférences et notamment nous avons défini une conférence sur la recherche d'emploi et plus spécifiquement sur la recherche d'emploi dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, pour ce faire, je suis accompagnée de deux intervenantes qui vont vous partager leur expertise sur les différentes thématiques que l'on va aborder au cours de la présentation, que ce soit dans le cadre de la recherche d'emploi et les outils qui existent pour la préparation du curriculum vitae et de la lettre de présentation. On va aussi parler de l'entrevue d'embauche et tout ce qui concerne le marché caché de l'emploi et comment construire son réseau canadien. Donc des éléments d'information qui peuvent être génériques, mais qu'on va également appuyer plus précisément sur le secteur du tourisme, hôtellerie et restauration. Donc je vais présenter, avant de commencer cette présentation, je vais présenter nos deux intervenantes. Donc Isabelle De Bruyne, qui est vice-présidente information sur le marché du travail à RH Tourisme Canada, et Roukia Abdi Aden, qui est directrice de la concertation et de la recherche au sein du REDE Canada, ou du Réseau de développement économique et d'employabilité. Pour ma part, moi, mon nom est Caroline Decloé, je représente le service d'immigration de l'ambassade du Canada en France. Je travaille pour IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, comme on l'a évoqué, on va parler de recherche d'emploi et on va parler plus spécifiquement des stratégies de recherche d'emploi et des outils, des dispositifs qui peuvent vous aider dans la préparation de votre recherche d'emploi. Vous avez la possibilité, lorsque il existe des services publics de l'emploi dans vos pays, d'avoir un accompagnement dans la préparation de votre projet d'immigration et de votre recherche d'emploi plus spécifiquement, avec l'identification, la mise en valeur de vos compétences, la possibilité de vous aider dans la préparation de votre CV, de votre lettre de présentation, ce qu'on appelle la lettre de motivation. Les services publics de l'emploi peuvent également vous aider à préparer votre entrevue d'embauche, effectuer des suivis avec les demandeurs d'emploi plus spécifiquement, et mettre là encore un certain nombre d'outils à votre disposition, outils numériques, et les services publics de l'emploi peuvent aussi afficher les offres d'emploi à l'international. Donc ça peut être une source, je dirais, de préparation assez intéressante et pertinente lorsqu'elle existe, hein, pour pouvoir, là encore, vous aider, vous aiguiller et vous orienter dans la préparation de votre recherche d'emploi.
Il existe également un autre outil qui est le site de Guichet Emploi. Guichet Emploi, c'est un site du gouvernement canadien qui regroupe les offres d'emploi qui ont été postées par les employeurs canadiens. Donc, vous allez trouver un certain nombre d'informations qui sont constamment mises à jour et qui pourront, là encore, enrichir votre information sur votre recherche d'emploi. Depuis quelque temps, le site de Guichet Emploi a mis sur pied une page spécifique dédiée à la recherche d'emploi pour les candidats qui se trouvent à l'extérieur du Canada. C'est-à-dire que les offres d'emploi qui sont postées par les employeurs sur cette page, ce sont les employeurs qui sont conscients qu'ils pourront recevoir des candidatures qui viennent de l'étranger et qu'il y aura des procédures d'immigration qui vont devoir se faire. Donc c'est là aussi une belle occasion de voir quelles sont les opportunités dans les différents secteurs d'activité. Également, le site de Guichet Emploi pourra constituer aussi une ressource et une source d'information pertinente avec une page dédiée à l'information sur la recherche d'emploi et la préparation à la recherche d'emploi. Vous y trouverez là aussi des astuces sur le CV au standard canadien, qu'est-ce qu'il faut indiquer, qu'est-ce qu'il faut éviter de mettre dans votre CV, comment vous préparer là encore à l'entrevue d'embauche. Donc, plein d'informations là aussi qui pourront vous aider, là encore, dans la préparation de votre recherche d'emploi. Vous y trouverez aussi les offres d'emploi les plus en demande au moment où vous allez vous connecter sur le site, ce qui vous permet, là encore, d'identifier les offres d'emploi qui pourraient être pertinentes par rapport à votre secteur d'activité. Vous pouvez bien évidemment faire aussi une recherche d'emploi par secteur d'activité. Rechercher les offres d'emploi dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans la restauration, ça va vous permettre de visualiser toutes les offres qui sont disponibles dans les différentes provinces et territoires. Gardez aussi à l'esprit qu'il peut aussi exister des sites de recherche d'emploi plus spécifiques à votre secteur d'activité. Donc là, vous pouvez voir sur la diapo des sites généralistes de recherche d'emploi, mais aussi des sites spécifiques et dédiés à l'hôtellerie, à la restauration et au tourisme. Donc ce sont aussi des sources d'informations qui peuvent, là encore, vous outiller dans votre recherche d'emploi. Je vais passer la parole à Isabelle pour compléter justement ces outils de recherche d'emploi spécifiques à ce secteur du tourisme. Isabelle. Merci Caroline et bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence. Je vais vous présenter un petit peu les outils et ressources de RH Tourisme Canada, qui est un organisme pan-canadien qui s'occupe de la main-d'œuvre en tourisme. Donc, on propose de l'information sur le tourisme en général, mais tout particulièrement sur le marché du travail dans cette industrie-là. Donc, vous allez avoir de l'information sur notre site web au niveau de la recherche sur les définitions, les marchés, comprendre un petit peu mieux le secteur du tourisme au Canada pour vous préparer et surtout pour viser les bonnes opportunités d'emploi qui vous conviennent, mieux comprendre effectivement comment fonctionne l'industrie touristique au Canada. Et notre site web est également bilingue, donc si vous appliquez pour des postes en France, que ce soit en français ou en anglais, vous allez pouvoir utiliser le contenu pour vous préparer à chercher un emploi, mais aussi appliquer à certains postes. On va aller à la suivante. Donc, on a une nouvelle plateforme qui met en valeur en fait la diversité des carrières en tourisme à travers plusieurs outils qui sont là pour vous guider dans votre recherche. Donc, on a des questionnaires, par exemple, sous forme de quiz, pour un peu mieux comprendre ce que vous recherchez, mais aussi vous guider dans le choix de type de carrière que vous voulez faire, les réalités étant parfois différentes d'un pays à l'autre. On a aussi beaucoup de témoignages vidéo de personnes qui ont fait carrière dans le tourisme. Donc, pour vous démontrer un petit peu qu'on peut partir, par exemple, d'être, par exemple, un artiste et puis finalement de se retrouver dans l'événementiel à un poste intéressant et avoir une carrière tout à fait motivante de ce côté-là. On va passer à la suivante. Donc, dans le site que je vous mentionne, Explorer le tourisme,
Donc, c'est explorerletourisme.ca, c'est facile à trouver. On a aussi des outils bien particuliers. Donc, on a ce qu'on appelle la carte des métiers qui vous permet vraiment de découvrir les descriptions de postes parce que, évidemment, d'un employeur à l'autre, les descriptions peuvent parfois changer. Donc, ce qu'on veut vous donner comme outil, c'est vraiment qu'est-ce que finalement les employeurs vont rechercher au niveau des normes canadiennes. Et ça, c'est valable pour tous les postes, en fait, à tous les niveaux d'entrée. Que ce soit effectivement des postes à la base, en service à la clientèle ou en coulisses, mais aussi dans tous les sous-secteurs, que ce soit hébergement, restauration, loisirs et divertissement, services de voyage ou transport de personnes, qui sont les 5 sous-secteurs de l'industrie touristique. Donc, ce sont vraiment des outils qui vont vous guider dans votre recherche. La diapo suivante. On offre aussi différentes informations sur les compétences en demande parce qu'on sait que ça évolue aussi rapidement. Donc, vous avez ici un petit peu toutes les tendances, besoins dominants, surtout au niveau de la gestion et des opérations. Mais il y a 4 qui ressortent tout particulièrement, je dirais, dans le présent. Évidemment, c'est tout ce qui est compétences numériques, les nouvelles technologies. On va mentionner l'intelligence artificielle parce que ça fait partie de notre nouvelle réalité, aussi bien au niveau des employeurs qu'au niveau des chercheurs d'emploi. Donc, évidemment, toute personne qui arrive avec des compétences numériques a un certain avantage parce que le virage numérique se fait dans tous les secteurs et tous les niveaux du tourisme. Donc, ce sont des compétences importantes. Tout ce qui est aussi gestion des risques et résilience, notamment pour les postes de management, supervision. Évidemment, on connaît tous les différents facteurs qui peuvent nous impacter, que ce soit l'économie, le climat. Donc, les entreprises ont besoin de se préparer constamment à des situations un petit peu extrêmes. Donc, ces compétences, évidemment, sont très recherchées. L'intelligence culturelle et sociale, évidemment, fait partie des compétences aussi qui sont naturelles au secteur du tourisme. On va chercher des gens qui ont de l'entre-gens, qui sont capables de communiquer clairement avec la clientèle, mais qui sont capables aussi de comprendre la diversité des cultures et donc accueillir les gens tout en respectant leur propre culture. Ça, c'est très important. Ça démontre aussi de l'authenticité des services. Et enfin, évidemment, les pratiques environnementales, les pratiques durables, puisque on a mentionné tantôt les changements climatiques, mais il y a aussi divers aspects que les entreprises, pour laquelle beaucoup d'entreprises font un virage durable. Donc, ces compétences vont être effectivement très importantes. Merci. Merci Isabelle pour ces informations très utiles et ce partage d'informations sur le secteur spécifique du tourisme, hôtellerie, restauration. Dans le cadre de la préparation aussi à la recherche d'emploi, l'établissement d'un curriculum vitae et d'une lettre de présentation adéquate sont aussi incontournables. Et je laisse la parole cette fois à Rukia pour nous donner quelques pistes et quelques aussi éléments d'information sur la préparation d'un CV et comment faire sa lettre de présentation. Rukia, je vous laisse la parole. Merci Caroline, puis bonjour tout le monde. Donc, vous comprendrez que si on parle du curriculum vitae, c'est parce que venant de l'international, venant d'autres pays, il existe des normes à appliquer quand on prépare un CV au Canada. Par exemple, je sais que dans beaucoup de pays, il est normal de mettre une photo, préciser son âge, son sexe, sa nationalité, sa situation matrimoniale dans son CV, mais au Canada, il ne faut pas faire ça. Pas de photo sur un CV, il ne faut pas préciser l'âge. On recommande le sexe, la nationalité. Ce n'est pas ça le plus important et ça ne fait pas partie des normes des CV au Canada. Un CV doit être au maximum de 2 pages. On recommande vraiment dans un monde où les employeurs sont inondés de demandes de la part de chercheurs d'emploi. C'est important de vraiment garder ça au plus court, là, avec 2 pages maximum, d'utiliser des mots-clés. C'est important d'utiliser des mots-clés parce que c'est ça qui va vous permettre que votre CV va se distinguer des autres.
lorsqu'on rédige un CV aux normes canadiennes, c'est important aussi d'y aller de façon chronologique quand on parle de son expérience de travail. Donc, on commence toujours par l'expérience la plus récente, l'emploi actuel, et on descend au plus bas là jusqu'à le premier emploi qu'on a occupé. C'est important quand on fait un CV aux normes canadiennes de faire part de ses compétences et de mettre l'accent sur ses compétences. Je sais que dans beaucoup de pays, les diplômes sont très importants. Oui, ils sont importants, mais au Canada, il est important aussi de mettre en valeur ses compétences avant tout et ses capacités que l'on pourrait apporter au niveau de l'offre d'emploi. Donc, même des gens qui ont peu d'expérience, qui ont peut-être pas des gros diplômes, mais qui ont une longue expérience et qui ont pu développer des compétences, ont aussi leur chance d'acquérir un emploi au Canada et puis d'être retenu par un employeur. On va passer à la prochaine où je vous parlerai vraiment des grandes lignes de ce que devrait comporter votre CV lorsque vous appliquez pour votre Canada, au Canada, pour des offres d'emploi au Canada. Donc, c'est important au Canada, c'est vrai, dans plusieurs pays peut-être, on a tendance à faire juste un seul CV et on envoie ce seul CV-là à différents types de postes. Ici au Canada, il est important d'adapter vos CV à chaque emploi auquel vous postulez. C'est important de réviser votre CV, de mettre en valeur justement les compétences qui vont ou les éléments de votre CV qui sont importants pour cette offre d'emploi. C'est important d'avoir un format uniforme. On va vous présenter tout à l'heure un modèle de CV là qui pourrait être que vous pourrez utiliser et votre présentation doit être claire. Les mots sont importants, les mots-clés sont importants. Vous n'avez pas besoin de rédiger une lettre c'est pas une lettre le CV, c'est vraiment pour mettre en valeur ce que vous avez de meilleur à offrir. Donc, présentation très claire de vos diplômes, de vos compétences surtout, de ce que vous pouvez amener et comment votre expérience que vous avez acquise peut être transférée et être intéressante pour le poste en question. Parce qu'on peut avoir différentes expériences et il faut mettre en valeur celles qui sont en lien avec le poste ou l'emploi pour lequel vous appliquez. Nous recommandons que votre CV soit organisé en grands thèmes. Ça facilite la lecture. Comme je vous l'ai dit, les employeurs reçoivent énormément de demandes de CV de la part de chercheurs d'emploi et même des fois, ce sont les machines qui présélectionnent les CV. Donc, c'est important de les organiser par thème avec en premier les compétences, les expériences, la formation, que ce soit des diplômes ou n'importe quel certificat que vous avez eu dans votre carrière. Quatrièmement, c'est important d'utiliser des mots-clés qui sont compris dans l'offre d'emploi. Et ça, on insiste beaucoup là-dessus parce que ceux qui lisent le CV, que ce soit l'humain ou la machine, vont faire très attention à ces mots-clés-là et chercher dans l'offre d'emploi quels sont ces mots-clés-là et comment vous pouvez les arrimer avec le CV que vous allez présenter. D'où l'importance du premier point qu'on vous a présenté, qui est d'adapter vos CV à chaque emploi pour lequel vous postulez. On pourra passer à la suivante. Donc, cinquièmement, c'est important de rédiger vos CV dans la langue où l'offre d'emploi s'est faite. Nous aussi, on est des employeurs à RD Canada, on travaille avec des employeurs, puis je vous garantis, on fait passer des entrevues, on sélectionne des candidats, puis dès que moi, par exemple, je vois un CV, nous publions nos offres d'emploi en français, nous sommes un organisme francophone, puis nous recevons des candidatures en anglais, je vous garantis, on les regarde même pas. Donc, c'est important de rédiger vos CV dans la langue que l'offre d'emploi s'est faite, parce que si nous, on le fait, d'autres employeurs le font aussi. Sixièmement, c'est l'important de qualifier vos réalisations professionnelles. Mettez-vous en valeur. Je sais que dans certains pays, on a tendance à ne pas trop se mettre en valeur et tout ce qu'on a réalisé professionnellement et même des fois personnellement, c'est important de mettre en valeur ces réalisations. Septième élément, grande ligne, c'est d'inclure vos expériences de bénévolat. Au Canada, le bénévolat compte peut-être pas autant qu'un emploi, mais fait partie aussi des choses que les employeurs regardent parce que lorsque vous êtes un bénévole, vous acquérez des compétences,
vous acquérez des expériences. Et c'est important de mettre en valeur aussi vos expériences de bénévolat et comment elles peuvent être, ce que vous avez appris, ce que vous avez fait, comment il peut être transféré et être une valeur ajoutée pour le poste d'emploi pour lequel vous appliquez. Puis le 8e point qui est important, c'est de créer, c'est important que vous ayez un profil LinkedIn. Beaucoup d'employeurs sont connectés sur LinkedIn. C'est important de se créer aussi. On parlera tout à l'heure du réseau. Ça vous permet de créer un réseau, de vous créer un réseau et des contacts et mettez-le à jour régulièrement. La suivante. Voilà, on vous présente un exemple de CV au Canada. Comment il pourrait être, comment vous pourriez organiser votre CV quand vous postulez pour un poste au Canada. C'est un exemple type et c'est celui qu'on vous recommande vraiment. Là, c'est mettre votre nom, vos adresses, votre adresse et vos coordonnées où on pourra vous rejoindre, le poste que vous souhaitez occuper ou rechercher, 1 ou 2 lignes. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Je me rappelle un employeur qui nous a dit qu'il a recruté une personne parce que les 2 premières lignes, ce qu'il recherchait la personne, c'est ça qui l'a captivé. Donc, de mettre votre profil, vos expériences professionnelles, on insiste là-dessus. Un employeur recrute aussi et surtout au Canada pour les expériences professionnelles et comment ces expériences professionnelles peuvent lui permettre peuvent permettre à cet employé d'occuper le poste qu'il offre. Votre formation est importante, certes, mais on le mettra après parce qu'une formation au Canada sans expérience ne vaut presque pas grand-chose. La langue, les langues que vous parlez, les compétences que vous avez, le bénévolat que vous avez fait, parce que ça vous permet d'avoir, ces bénévolats pourraient vous permettre d'avoir acquis des compétences, vos centres d'intérêt, les références qui peuvent être fournies directement ou sur demande, puis un autre modèle. Mais organisez-le par grand thème et mettez en valeur ce que vous avez à offrir pour le poste en question. On va passer maintenant à la lettre de présentation. Donc, un CV, oui, c'est bien, c'est ce que recherchent les employeurs, mais une lettre de présentation, comme on l'a vu, le CV, là, c'est pas un texte, vous n'écrivez pas, vous mettez des mots-clés et vous mettez des informations qui sont très claires et minimales. Mais la lettre de présentation, si vous voulez parler à l'employeur, on vous recommande de joindre une lettre de présentation. Et l'objectif de la lettre, c'est vraiment pour obtenir une entrevue. Là, vous vous adressez directement à la personne, à l'employeur. Elle doit être très courte aussi, 1 page maximum, simple, spécifique, adaptée à l'offre d'emploi pour laquelle vous postulez. Et ça complète justement le CV où là, vous pourrez dire davantage sur vous. On vous recommande voici un format, de faire une introduction, un premier paragraphe de corps, de présenter la raison pour laquelle vous écrivez, spécifier le poste pour lequel vous postulez, parce que ça demande à l'employeur que vous êtes minutieux, que vous vous intéressez à cette offre d'emploi, préciser comment justement vous avez entendu parler du poste et attirer l'attention du lecteur, parce que comme je vous le dis, l'employeur peut recevoir une multitude de CV, mais c'est peut-être la lettre d'emploi, la lettre de présentation qui vous permettra d'obtenir une entrevue. Dans le corps de la lettre, on vous recommande de mettre les raisons pour lesquelles vous postulez et encore une fois de parler de vos expériences, compétences en lien avec le poste et comment vous pouvez aider l'employeur à atteindre ses objectifs. Et c'est là où beaucoup de personnes se démarquent par rapport à d'autres qui ont pour ce poste-là. Donc voilà. Une lettre, à quoi ça pourrait ressembler et que vous pourriez utiliser ce modèle-là. Vous pourrez vous connecter aussi à ce lien qui est offert pour aller voir différents exemples de lettres de présentation. Donc, adaptez votre CV, mettez en valeur vos compétences, comment vous pouvez transférer vos compétences que vous avez pour le poste pour lequel vous appliquez, ajoutez une lettre, utilisez tous les outils qui sont à votre disposition. Donc voilà, la parole à Caroline maintenant. Oui, merci Rukia. Oui, un élément d'information qui peut aussi être très pertinent
dans le cadre de la lettre de présentation, c'est de ne mentionner les programmes d'immigration pour lesquels vous pourriez être éligible. Si, par exemple, vous êtes éligible à un permis de travail sous le volet mobilité francophone, qui est un permis de travail facilité pour les employeurs, n'hésitez pas non plus à le mentionner. Même chose si vous disposez d'un PVT, d'un permis vacances-travail, ou si vous êtes éligible à une des catégories d'expérience internationale Canada, vous pouvez aussi le mentionner. Si vous détenez un permis de travail ouvert en tant que conjoint d'étudiant ou conjointe de travailleurs temporaires, c'est une information pertinente pour l'employeur. Ou encore, si vous avez obtenu votre statut de résident permanent, là aussi, ça peut être tout à fait d'intérêt pour l'employeur. Les employeurs ne sont pas forcément au courant de tous les programmes d'immigration, et si vous pouvez l'accompagner en lui indiquant quels sont les programmes auxquels vous êtes éligible, ou si vous détenez déjà un permis de travail temporaire ou un statut de résident permanent, je dirais c'est d'autant plus un atout pour vous parce que ça va faciliter la tâche de l'employeur. Ça démontrera également votre préparation à votre recherche d'emploi, votre intérêt pour le poste, et ça peut être, je dirais, un élément qui va permettre à l'employeur, inciter l'employeur à poursuivre le processus de recrutement. Donc, on imagine que l'on a fait son CV, sa lettre de présentation, qu'on l'a envoyé à l'employeur, et l'employeur, satisfait et intéressé par notre candidature, souhaite nous convoquer à une entrevue d'embauche. Alors, comment se préparer à cette entrevue d'embauche, Isabelle? Merci, Caroline. Je voulais juste préciser que dans tous ces conseils qu'on vous donne au niveau du processus de recherche d'emploi et processus d'embauche, ce sont les façons les plus traditionnelles parce que ça correspond à une grande majorité d'employeurs. Toutefois, dans le tourisme, il faut quand même noter que vous avez certains métiers, notamment en marketing ou dans les arts et la culture, où on peut éventuellement proposer de faire votre présentation, par exemple, via une vidéo. Donc ça, ce sont aussi des choses que l'on retrouve maintenant beaucoup. Et puis, je voudrais juste aussi faire peut-être faire attention un petit peu à l'utilisation de l'intelligence artificielle quand vous faites votre CV ou votre lettre. Faites bien attention de bien garder les mots-clés, de garder les conseils finalement que Rukia vous a donnés parce que ça reste toujours très important. Mais on sait qu'on vit dans un monde en évolution constante au niveau des pratiques. Donc, au niveau de l'entrevue d'embauche traditionnelle, donc il faut effectivement bien se préparer. Comme vous vous êtes préparé pour le métier pour lequel, le poste pour lequel vous appliquez dans votre CV et de votre lettre, vous devez aussi vous renseigner sur votre employeur. Donc, connaître l'organisation, l'entreprise. Maintenant, on a quand même accès à beaucoup d'informations sur le web, etc. Donc, préparez-vous à savoir avec qui vous allez parler finalement, quel est le mandat de l'organisation, sa mission. Plus vous en savez et plus vous allez démontrer votre intérêt, votre motivation. On peut se préparer quand même à l'avance en pensant un petit peu aux questions qui pourraient vous être posées. Donc, c'est sûr qu'on va vous demander certainement des exemples et des situations qui vont illustrer un peu vos capacités, vos forces, dépendant du type de métier des types de postes pour lesquels vous appliquez, si c'est par exemple en supervision ou si c'est en contact avec le public ou si c'est en coulisses avec un métier qui demande des compétences très précises, comme en restauration par exemple. Donc, on va vous demander quand même de pouvoir un petit peu démontrer vos réalisations, vos compétences. Et puis aussi des situations dans lesquelles vous avez peut-être été confronté qui vont être importantes dans votre attitude, en fait, parce que l'attitude compte énormément dans ce processus-là. Donc, les questions pourront porter sur votre expérience professionnelle, comme je l'ai mentionné, sur votre formation, surtout si elle est technique, mais aussi sur votre personnalité. Et là, c'est là qu'arrivent les mises en situation. Donc, c'est vraiment important de demander cette entrevue, mais d'être toujours concis dans vos démarches et dans vos communications avec l'employeur. Et je pense qu'on passe donc les questions pertinentes à poser
c'est toujours pour que vous puissiez, que l'employeur puisse mieux vous connaître finalement et que vous puissiez vous manifester votre intérêt pour l'emploi. C'est important de bien comprendre aussi le processus qui est utilisé par l'employeur. Ça peut différer parfois d'un secteur à l'autre ou d'un employeur à l'autre, mais en général, il y a quand même des éléments qui restent toujours consistants. L'entrevue peut se passer en présentiel ou en virtuel. C'est de plus en plus le cas. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, il faut être très ponctuel. Soyez là quelques minutes en avance, soyez préparés, ayez de quoi prendre des notes. Évidemment, d'avoir un habillement approprié, de paraître professionnel à l'écran comme en personne. Pour ce qui est de l'entrevue virtuelle, il faut prendre peut-être le temps de vérifier votre environnement, donc l'endroit où vous allez être sur la caméra. Et vous assurer que tout fonctionne correctement au niveau de votre ordinateur ou de votre téléphone, quel que soit l'outil que vous utilisez. Et puis tenir compte du décalage horaire si vous faites l'entrevue à partir d'un autre pays avec lesquels on a évidemment un décalage. Et puis, il est toujours bienvenu d'envoyer un message de remerciement dans les 24 heures suivant l'entrevue. Merci, je passe la parole à Rukia. Oui, merci Isabelle. Alors, Rukia, je voulais juste faire la petite passerelle entre l'information sur la préparation à la recherche d'emploi, le CV, la lettre de présentation, la préparation à l'entrevue d'embauche. Ça, c'est lorsque un employeur affiche son offre d'emploi, mais on sait qu'il y a à peu près 80% des offres qui sont sur le marché caché de l'emploi et l'objectif, c'est de pouvoir avoir accès à ce marché caché de l'emploi qui va passer par la construction et le développement de son réseau. Alors, Rukia, là, je vous laisse la parole justement pour parler de ce marché caché de l'emploi. Merci beaucoup, Caroline. Oui, il y a un gros marché caché de l'emploi au Canada et la raison, c'est parce que entre 95 et 98% de nos entreprises des entreprises au Canada sont des petites et moyennes entreprises. Donc, situées à la fois dans des zones urbaines, mais aussi dans des zones rurales, n'affichent pas forcément comme disait Caroline, leur offre d'emploi. Faire partie de la culture aussi un peu des employeurs au Canada. On fait confiance on préfère ne pas afficher sur des gros sites. On préfère l'annoncer beaucoup plus dans un milieu plus restreint parce qu'on sait que si notre offre d'emploi a été diffusée par quelqu'un qu'on connaît, forcément, il va nous référer des gens qui sont fiables. Donc, c'est les raisons qui font que ce marché est très caché, souvent au Canada, où ils n'ont pas le temps d'afficher, où ils sont très occupés ou autre. Donc, c'est important pour accéder à ce marché caché de l'emploi de se créer un réseau. C'est la première chose qu'on dit à tout le monde, qu'ils soient au Canada ou à l'extérieur quand ils arrivent. Au Canada, les jeunes, ceux qui sont nés au Canada ont déjà un réseau à travers les amis qu'ils ont eus à l'école, les amis de leurs parents et autres. Ils ont déjà un réseau, mais quand vous venez de l'extérieur, c'est important aussi de se créer ces réseaux-là. Le bénévolat fait partie d'ailleurs des choses qu'on recommande aux personnes qu'elles travaillent ou qu'elles se cherchent un emploi pour continuer à créer et agrandir ce réseau qu'on se crée. Donc, il y a les contacts professionnels et personnels. On le disait, liés à votre vie étudiante si vous avez étudié au Canada, professionnels aussi, les gens avec qui vous avez travaillé, les gens avec qui vous avez joué parce que vous faites partie d'un groupe sportif, les associations auxquelles vous êtes affiliés. Comment aussi se construire ce réseau-là? C'est à travers les organisations professionnelles. Donc, pour certains métiers, il existe certaines organisations professionnelles. Important d'y adhérer ou de se mettre en contact avec des gens qui font partie de ces organisations professionnelles. Si, par exemple, on est quelqu'un qui a un diplôme qui est dans le secteur de la comptabilité, mais il y a des organisations qui existent pour les professionnels de ce secteur-là. Donc, c'est important de peut-être se connecter avec directement l'organisation et si c'est pas possible avec quelqu'un qui fait partie de cette organisation, ça vous donne accès à une liste de contacts très, très intéressant qui pourrait vous aider
à vous, qui pourraient justement vous faire part de ces offres d'emploi qui ne sont pas affichées. Les chambres de commerce, là où plusieurs entreprises sont reliées et qui sont membres de ces chambres de commerce-là, essayez de vous connecter c'est à travers ces chambres que vous pourrez accéder à certains employeurs, à leur offre. Les organisations comme l'RD, notre réseau, le réseau de développement économique et d'employabilité, on a des bureaux dans toutes les provinces et territoires, travaillent beaucoup avec les employeurs justement, on parle souvent des réalités de ces petits employeurs canadiens qui ne peuvent pas afficher et pour lesquels nous leur servons de relais pour faire connaître leurs offres d'emploi. Les associations d'étudiants, de jeunes diplômés, si vous êtes en contact avec ces jeunes-là ou si vous recommencez vos études ou si vous poursuivez vos études. Bien évidemment, tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook sont importants. C'est important aussi de vous rendre sur différents sites d'offres d'emploi où des employeurs que les employeurs ont utilisé. Si vous êtes dans une province ou un territoire, il doit y avoir des sites d'offres d'emploi locaux aussi. Ne pas oublier, il n'y a pas que les sites nationaux, et d'afficher vos CV, de faire part de vos CV. Donc, c'est important, je pense, d'être conscient déjà qu'au Canada, tous les offres d'emploi ne sont pas affichées et d'utiliser différentes techniques et différents moyens pour se créer ce réseau. Que vous ayez un emploi ou que vous vouliez changer d'emploi. Donc, à tout temps, construire ce réseau, l'agrandir, le maintenir. Le marché de l'emploi, la prochaine, donc encore une fois, pour accéder à ce marché caché, déposez vos CV dans de nombreuses entreprises ont leur propre plateforme justement de recrutement. Allez sur les sites de ces entreprises-là, regardez les postes qu'elles affichent, échangez avec le réseau que vous êtes construit, faites-leur savoir que vous recherchez vous êtes intéressé, vous seriez prêt à accepter tel type de poste. On vous recommande aussi de mettre une veille en place média dans le secteur d'activité pour lesquels vous souhaiteriez travailler. Il y a la presse en ligne, il y a les médias sociaux. On vous donne quelques exemples sur ce PowerPoint. Donc, il y a Bilingual Jobs, par exemple, Ottawa Jobs, si vous êtes à Ottawa, Human Resource, si vous êtes vous voulez aussi spécifier le type de poste que vous recherchez et envoyer votre candidature de façon très spontanée parce que et moi-même, nous-mêmes, on est des employeurs, le RD Canada, nos membres, mais on travaille avec les employeurs et si on reçoit des fois des candidatures pour lesquelles on n'a pas de poste actuellement, mais on garde ces CV-là aussi et on les met dans une banque de CV. Puis si à un moment un poste se libère, on contacte ces personnes-là. On n'est pas obligé de réouvrir le poste, de l'afficher à nouveau. Donc, faites des candidatures spontanées, c'est important. Ça peut vous aider tout de suite à trouver un emploi, mais ça peut vous être utile dans 1 an, 2 ans, éventuellement. Je poursuis. C'est Isabelle, je pense. Oui, merci, Rukia. Pour renforcer ce que dit Rukia, c'est vrai qu'on a beaucoup de très petites entreprises au Canada, donc de petits employeurs. C'est la réalité aussi, que ce soit au niveau urbain ou rural ou des fois des milieux plus éloignés ou des communautés plus petites. Le Canada est un grand pays. C'est encore plus vrai dans le secteur du tourisme. À peu près 80% des entreprises ont entre 0 et 5 employés. Donc, on peut voir un peu la taille des entreprises. Donc, bien sûr, les gros sites d'emploi, c'est toujours important d'aller les voir, d'aller les consulter ou d'avoir des veilles, de recevoir des notifications. Mais ce marché caché, là, il est réel. Il faut vraiment trouver des façons d'être dans le réseau pour pouvoir accéder à ces offres d'emploi. Moi, je vais vous parler un petit peu des différentes professions en tourisme. Donc, il y a plus de 400 professions dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, c'est énormément de choix et de possibilités. Encore une fois, c'est à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau d'entrée, que ce soit au niveau de supervision ou même de gestion à plus haut niveau. On a dans les 5 sous-secteurs que j'ai nommés tantôt énormément de possibilités.
Il y a aussi souvent le mythe, c'est que bon, tous les postes en tourisme sont en contact avec la clientèle, mais il y a aussi beaucoup de postes qui sont en coulisses dans n'importe quelle partie du secteur. Donc, dépendant de vos intérêts, de vos compétences, en tourisme, on recherche aussi des comptables, on recherche aussi des gens qui sont bons en informatique, mais il y a aussi des métiers, notamment dans la restauration, qui sont plus au niveau de la cuisine, par exemple, ou au niveau de l'hébergement, qui sont plus en arrière, en coulisses. Donc ça correspond à beaucoup plus de profils différents. Donc, vous avez quelques exemples sur cette diapo-là dans différents secteurs. Là, on voit que on a plusieurs emplois qui sont effectivement en contact avec la clientèle dans différents domaines, mais il y a aussi, par exemple, directeur des services des bâtiments. Il y a une partie du travail qui n'est pas forcément liée au contact à la clientèle directe. Planification des événements, souvent, c'est quelqu'un qui va travailler plus avec les entreprises pour préparer les événements, les clients, mais pas directement en général avec les participants. C'est aussi, ces métiers que vous voyez sont aussi encadrés par un cadre des compétences nationales, donc qui peut vous servir si vous n'avez pas, par exemple, d'expérience canadienne, mais vous souhaitez quand même être reconnu pour vos compétences. Vous pouvez trouver des façons de vous faire reconnaître, et puis on va en parler dans la diapo suivante. Au niveau des programmes et services qu'on offre à RH Tourisme Canada, donc on a un programme, le programme Émérite, qui permet d'aller chercher des titres de compétences. Donc, vous pouvez passer aussi des examens de certification pour certains postes qui vont vous faire reconnaître au niveau pan-canadien. Donc, dans n'importe quelle province ou territoire où vous vous situez, où vous cherchez un emploi, c'est validé, c'est quand même reconnu par l'industrie. On a aussi des formations continues en ligne spécifiques à certains emplois ou certaines professions qui peuvent être de plus en plus sous forme de modules et de micro-crédits qui vous permettront aussi de qualifier votre expérience et vos compétences. Donc, on participe à des événements comme celui-ci pour partager l'information sur le marché du travail, notamment. Comme je l'ai expliqué, on valide les normes de compétences au niveau pan-canadien pour le secteur tourisme, hôtellerie, restauration. Donc là encore, c'est une source d'information très importante. Vous pouvez aller voir un petit peu quelles sont les compétences recherchées. Tout ça est disponible sur notre site web. Je l'ai mentionné, la recherche sur le marché du travail, c'est extrêmement important. Il faut savoir un petit peu comment le marché du travail se comporte pour pouvoir viser les emplois qui sont les plus recherchés, les domaines dans lesquels vous pourriez exceller, et puis aussi les employeurs qui sont les plus accessibles. Donc, je l'ai mentionné aussi tantôt, on offre de l'orientation par rapport aux carrières, par rapport aux métiers. Vous avez eu beaucoup d'informations sur comment trouver les employeurs, mais c'est important de bien vous connaître vous-même avant de faire vos démarches. On travaille aussi sur la mobilité de la main-d'œuvre, donc on essaie de voir aussi les parcours des participants, les parcours des chercheurs d'emploi et de faire un petit peu un match avec les besoins des employeurs partout au Canada et dans tous les secteurs. Puis ça, c'est un défi, comme on l'a mentionné tantôt. Et enfin, on participe aussi à des programmes d'accréditation. Là, c'est plus pour vous de reconnaître, par exemple, un programme de formation en tourisme qui est donné par un collège ou une université au Canada et qui est accrédité, donc qui est sérieux, dont la structure est vraiment reconnue par l'industrie, et ça peut être important parce qu'on a énormément d'institutions de formation privées d'excellentes, et puis parfois certaines qui sont peut-être un petit peu moins proches de la réalité du marché du travail.
Merci Isabelle, merci Rukia pour toutes ces précieuses informations. Donc pour les participants à cette conférence, vous allez pouvoir maintenant poser vos questions en direct pour que nos deux intervenantes puissent aussi y répondre. Je vous remercie. Donc merci encore à Isabelle et Rukia et je vous souhaite à toutes et tous un bon salon et bonne chance dans la préparation de votre projet d'immigration au Canada. Merci, au revoir. Merci. Merci. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus avec cette conférence sur la préparation à la recherche d'emploi. Donc, nous allons pouvoir passer à la période de questions-réponses. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée à nouveau d'Isabelle De Bruyne, qui est vice-présidente d'information sur le marché du travail au sein de RH Tourisme Canada. Et nous accueillons aussi aujourd'hui Mohamed Doumbia, qui lui est coordinateur en immigration, projet passeport pour l'employabilité et l'entrepreneuriat des immigrants francophones au sein du REDE Canada, du Réseau de développement économique et d'employabilité, comme l'était Rukia qui est intervenu au cours de la présentation. Pour ma part, moi, mon nom est Caroline de Chloé et je représente IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, nous avons eu pas mal de questions et d'intérêts par rapport à cette présentation. Et il y a notamment des questions qui portent plus spécifiquement sur les outils de recherche d'emploi. On a évoqué le fait que les employeurs peuvent insérer leurs offres d'emploi sur le site de guichet emploi, en sachant que ça n'est pas obligé pour eux de publier les offres sur guichet emploi, mais quels sont les autres outils, les autres moyens d'avoir accès à ces offres d'emploi, sur quel site on peut retrouver ce type d'offres, notamment dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie-restauration, bien évidemment. Ben, je vais peut-être commencer, puis Mohamed pourra compléter. Au niveau du tourisme, c'est sûr que c'est un des secteurs où on a le plus la réalité du marché caché, de l'emploi. Donc, où on va retrouver beaucoup de bouche à oreille, on va retrouver beaucoup d'employeurs qui vont utiliser leur réseau pour chercher des personnes, dépendant aussi s'ils cherchent des personnes à différents niveaux d'activité ou aussi si c'est pour un poste plus temporaire ou plus saisonnier, ils vont peut-être aller avec je dirais des candidatures plus locales. Mais on a quand même des réseaux sérieux comme je pense à LinkedIn qui est vraiment un endroit intéressant pour aller regarder. Ça donne aussi l'information sur où se trouvent certains guichets emploi. Donc, par exemple, à Ottawa, on a un guichet emploi en tourisme qui est géré par Tourisme Ottawa et dans lequel on retrouve tous les emplois en tourisme dans la région de la capitale nationale, donc Ottawa-Gatineau. Et donc, ce sont ce genre d'outils-là qu'on peut retrouver, mais c'est ça, faut être branché dans le réseau pour savoir où les trouver au niveau du tourisme. Oui, si je peux me permettre d'ajouter un petit mot là-dessus, c'est vrai que ce qu'Isabelle vient de mentionner, c'est tout à fait la réalité. Et même dans les régions un peu éloignées, c'est pas facile pour un employeur de faire la publication des offres d'emploi parce qu'il veut s'assurer de s'entourer de bonnes personnes autour d'eux et puis aussi le fait que les futurs employés pourraient rester longtemps au travail parce que depuis la COVID, tous les employeurs essaient de se réajuster au niveau du recrutement. Et Orokia a mentionné dans sa présentation que le réseautage est très important aussi. Alors, donc, le fait que d'être en contact avec, disons, les gens de la communauté, tels que les membres de Relais Canada ou d'autres organismes qui s'occupent de l'employabilité, ça nous permet d'être aux aguets des offres d'emploi qui sont disponibles et aussi ces personnes peuvent être des référents aussi pour vous en étant à l'extérieur du Canada. Merci. Alors, une autre question qui porte plus spécifiquement sur le CV. On a parlé donc de CV en français, en anglais. Est-ce qu'on veut systématiquement, est-ce que c'est une pratique courante de postuler à des offres d'emploi en mettant donc de façon systématique le CV en français et le CV en anglais? Et est-ce qu'on
fait ça d'une manière générique ou comment on fait? Je pense que Rocky a donné une petite technique là-dessus, parce que si l'offre d'emploi est en français et que vous envoyez votre CV et votre lettre de motivation euh, en français, alors que, disons, l'offre est en français, vous envoyez vos informations en anglais, ça risque de porter un peu confusion. Donc, c'est important de faire une petite recherche sur le site web de l'organisation ou de l'entreprise pour savoir si l'organisme ou l'entreprise est bilingue et de ne pas hésiter de marquer son bilinguisme. Donc, le CV pourrait être dans ces cas-ci, peut-être en anglais, la lettre de motivation en français. Donc, ça dépend vraiment, ou même je dirais, d'envoyer un courriel s'il y a un lien auquel vous pouvez communiquer, de voir est-ce que vous préférez que je vous envoie le CV en français avec la lettre de motivation ou vous voulez l'avoir bilingue. Donc, ça vous permet de mieux vous préparer et d'envoyer quelque chose. Mais si l'offre d'emploi est en français, vous envoyez vos informations en anglais, alors il se pourrait que l'employeur risque de vous éliminer parce qu'il a été très clair, l'offre d'emploi était déjà en français. Donc, c'est important de porter attention à cela. Mais tout compte fait, il est toujours important de faire une petite recherche sur l'entreprise en question, de savoir si l'entreprise est bilingue ou pas. Merci Mohamed. Alors une autre question qui porte aussi sur comment optimiser son CV, sa lettre de présentation pour attirer un employeur. Et peut-être Isabelle plus spécifiquement dans le secteur du tourisme, hôtellerie et restauration, qu'est-ce qu'on doit mettre de l'avant? Quelles sont les compétences qui sont les plus pertinentes pour justement attirer le recruteur, l'œil du recruteur? En fait, je pense que ça tourne beaucoup autour de la motivation. Donc, de commencer son CV avec un petit paragraphe très court, peut-être 2 phrases qui vraiment expliquent la motivation pour laquelle on applique à ce poste-là particulièrement ou dans cette entreprise-là particulièrement. Donc, soit l'intérêt dans l'activité de l'entreprise ou par rapport à l'expérience du candidat. Donc, tout de suite, commencer avec une phrase positive qui va vraiment démontrer l'intérêt. Des fois, ça peut être aussi les valeurs là, qu'on met de l'avant, dépendant vraiment du type de poste et du type d'entreprise ou d'organisation à laquelle on applique. Je pense que c'est gagnant, quel que soit le secteur et quel que soit le poste. C'est tout à Mohamed, fait vrai. c'est tout à fait Je ça. pense qu'on peut pas manquer le bateau. Tout ce qui a été mentionné dans la vidéo, tout ce qu'Isabelle vient de dire, c'est pour réitérer davantage. Si l'intérêt n'est pas là, alors donc ça sert à rien vraiment de postuler parce que généralement, ce qu'on voit, c'est que les gens ont un CV générique. Donc, c'est-à-dire le CV, il est là. Aussitôt qu'on voit une offre d'emploi, on envoie. Alors qu'on ne prend pas en considération ce qui a été mentionné dans l'offre d'emploi, les qualités recherchées et puis les responsabilités qui ont été mentionnées à l'intérieur. Tout ça, ça doit être ressorti dans le CV et spécifiquement aussi dans la lettre de motivation. Dans la lettre de motivation, c'est très clair. Alors, donc, si on manque le bateau là, et là, il y a plus d'une centaine ou 200 CV qui sont là, alors donc votre CV risque de se retrouver à côté sans que vous avez sorti ce qui a été mentionné dans l'offre d'emploi et donc l'employeur risque de mettre à côté et passer à autre chose parce qu'il en a 200 autres CV à passer à travers. Donc c'est très très important de relire l'offre d'emploi et puis aussi de bien écrire sa lettre de motivation et puis aussi de refaire le CV s'il le faut en prenant en considération tout ce qui a été mentionné dans l'offre d'emploi. Et peut-être le faire relire par une expertise quelconque pour voir un peu si vous avez pu rejoindre les deux bouts de ce qui a été mentionné dans l'offre d'emploi. Donc ça, c'est très important. Oui, la Merci. personnalisation, c'est vraiment, je voulais juste ajouter que c'est extrêmement important parce que souvent, surtout dans le secteur du tourisme, hôtellerie, restauration, ce sont des toutes petites entreprises. Donc, il y a peut-être Mm. une personne qui va regarder tous les CV. Il va peut-être pas non plus lire toutes les lettres. Il va Mm. peut-être regarder juste le CV. Donc, cette première phrase qui accroche là dans le CV, ça peut faire la différence là dans la sélection. C'est vrai. Juste pour donner un exemple, en Caroline, j'ai reçu un CV de quelqu'un à peu près une quinzaine de pages. Puis Oh, lorsque j'ai rappelé cette personne, il me mentionnait que tout est important.
Oui, tout est important par rapport à quoi? Est-ce que par rapport à l'offre d'emploi qui est là, et puis la personne m'a mentionné, je peux rien enlever parce que c'est mon histoire. J'ai dit, ben, c'est ton histoire, mais c'est que l'employeur, quand il va recevoir ça, 15 pages, c'est déjà trop. Et encore, de savoir que dans n'importe quelle tâche qui est disponible, que tu es flexible, et c'est pas comme ça qu'on démontre. C'est pas à travers de 15 pages. Donc, ma Non, réponse était très certainement claire pas. que c'était trop 15 Je suis pages. tout à fait Et d'accord. aucun employeur ne va passer à travers 15 pages. C'est impossible. Donc, Oui, Rukia aussi dans sa présentation parlait de l'importance d'insérer les mots-clés de l'annonce dans le CV pour que justement ça puisse sauter aux yeux des employeurs et répondre aussi à ce que recherche l'employeur. oui, tout à fait vrai. Alors une autre question, comment les employeurs canadiens perçoivent-ils l'expérience internationale en maintenance hôtelière plus particulièrement et en gestion technique? Est-ce qu'il y a des moyens spécifiques de présenter cette expérience pour correspondre aux attentes locales? Donc, Je pense que Isabelle. de façon générale, oui, bon, on parle toujours de la fameuse expérience canadienne, mais c'est de moins en moins vrai parce que, en fait, les employeurs sont bien au fait qu'ils ont besoin de main-d'œuvre qualifiée et parfois ils ne la trouvent pas avec les chercheurs d'emploi canadiens. Donc, ils vont faire l'effort de faire des démarches à l'international. Et donc, dans cette orientation-là, évidemment, ils vont tenir en compte, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de donner des exemples de corrélation. Donc, par exemple, un BTS en France, qui est un brevet de technicien supérieur, ben, c'est peut-être un DEC ici, ou c'est peut-être... Donc, faire des recherches sur le système d'éducation pour dire, ça correspond à peu près à ce niveau-là, ou ça correspond à quelque chose de similaire. Souvent, les titres aussi des formations peuvent être différents, mais en fait, ça veut dire la même chose. La personne a les mêmes compétences, a les mêmes. Donc ça, je pense que c'est important de s'informer là-dessus. Il y a aussi beaucoup d'organismes comme les organismes, le réseau de Rédé Canada, qui peuvent vous aider à comprendre un petit peu mieux à quoi correspondent vos compétences. Par rapport à celles qui sont reconnues ici au Canada. Puis en termes d'expérience, ben, je pense que c'est pareil, de coller l'expérience par rapport au poste qui est proposé et aux besoins de l'entreprise. Là encore, faire une petite recherche sur l'entreprise, voir exactement qu'est-ce qu'ils font, leurs activités, leurs valeurs, etc. Donc, c'est toujours, encore une fois, de personnaliser vos atouts par rapport au poste et par rapport à ce que l'employeur recherche et de personnaliser le plus possible. Oui, tout à fait. Moi, je pense souvent même lorsqu'on prend le titre du poste et puis on fait une petite recherche, on aura une liste là, de descriptions des tâches qui nous permettrait peut-être probablement sur notre CV, le vocabulaire utilisé n'est pas nécessairement pareil de ce qu'on voit ici au Canada. Donc, il serait bien de l'ajuster en fonction du vocabulaire utilisé ici. Donc, souvent, c'est des petites nuances qui sont là, mais à force de faire une petite recherche, on pourrait valoriser. Si le mot qui est utilisé au niveau de l'Europe n'est pas forcément la même chose, mais quand on prend le contexte, on trouve que c'est la même chose. Alors, donc, vaut mieux utiliser le vocabulaire utilisé par l'employeur pour que vous puissiez vous comprendre un peu. C'est Et ça. souvent, lors des entrevues, ben, les employeurs n'hésiteront pas de vous poser des questions, de décrire un peu vos tâches et responsabilités par rapport à le poste que vous avez occupé à tel endroit, etc. Donc, il s'agit juste de l'expliquer et puis il va très bien comprendre. Oui, ou la mise en situation lors d'une Oui, entrevue qui exactement. va permettre de vraiment développer, comme on disait tantôt, le CV de 15 pages. Ben, en fait, c'est à l'entrevue qu'on va développer ces points-là qui peuvent être, oui, importants. Mais c'est encore une fois, c'est vraiment répondre aux besoins de l'employeur et aux besoins du poste. Ce qui est des fois un petit peu compliqué parce que c'est ça, les titres de poste peuvent varier d'un endroit à l'autre. Parfois, c'est pas très clair. Donc, si aussi vous avez l'opportunité, comme le mentionnait Mohamed, de contacter l'employeur si c'est pas clair, si vous avez des questions puis que vous avez cette opportunité-là, je pense que ce sera apprécié aussi de l'employeur cet intérêt que vous allez porter vraiment aux besoins et aux postes. Oui.
Merci. Alors justement, une des questions portait sur les stratégies. Alors, quelles sont les stratégies les plus efficaces pour retrouver un emploi dans le secteur du tourisme, l'hôtellerie, la restauration? Quelles sont les pistes qu'on peut explorer justement pour pouvoir avoir accès à ces offres dans ce secteur, sachant que effectivement, il y a pas mal d'offres qui ne sont pas publiées sur les sites. Oui, c'est sûr que c'est toujours un petit peu compliqué. Ça dépend aussi si vous êtes à l'extérieur du Canada, si vous commencez vos démarches à l'extérieur du Canada par rapport à quand vous êtes rendu au pays. Donc, les démarches peuvent être quand même un petit peu différentes. Moi, mon expérience, c'est que, bon, j'ai quand même, j'ai cherché, en fait, avant d'arriver sur Internet, j'ai proposé des candidatures et puis j'ai fait un suivi une fois rendu au Canada. Bon, c'était il y a quelques années. Ça a peut-être quand même changé. Mais c'est encore une fois de s'intéresser, d'aller chercher le plus d'informations possible sur les entreprises, je dirais que d'insister sur les entreprises qui nous intéressent ou les secteurs qui nous intéressent, chercher l'information et de fil en aiguille, on va arriver à trouver une façon de trouver l'emploi ou l'offre d'emploi. Parfois, de commencer par les gros sites d'emploi, ben, ça c'est vraiment si on n'a aucune idée de ce qu'on veut faire. Mais je pense que si on a déjà une bonne idée de là où on veut aller, qu'est-ce qu'on voudrait faire, il faut aller chercher l'information au niveau des réseaux d'entreprises. Et encore une fois, je pense que les organismes d'employabilité sont vraiment là pour vous aider à faire cette démarche-là, qui va cibler plus l'entreprise que le poste. Parce que trouver un poste, ben, c'est comme n'importe où, là. C'est ça, c'est un océan d'offres d'emploi et c'est parfois difficile de s'y retrouver quand on sait pas trop dans quelle direction aller. Oui, Merci. je vais juste ajouter quelques mots là-dessus. C'est vrai qu'en étant à l'extérieur, c'est pas facile de faire cette recherche-là en dehors là, des liens des sites web qui existent actuellement. Mais il y a aussi LinkedIn qui a rendu un moteur de recherche d'emploi. Beaucoup d'employeurs de ressources humaines se trouvent aujourd'hui sur LinkedIn, hein. Donc, c'est toujours bien de savoir comment l'utiliser, comment le rendre encore plus efficace dans notre recherche d'emploi. L'autre chose que Roque a mentionné, c'est les réseautages. Bon, c'est un peu difficile de faire le réseautage lorsqu'on est à l'extérieur. Mais je prends par exemple ce forum que nous avons en ce moment. C'est aussi un outil qui nous permet de tisser des liens. On a vu le nom d'un certain Mohamed Doumbia. Ben, on a dit qu'il travaille à RD Canada. Ben, comment je vais faire pour obtenir son adresse courriel? Isabelle en ressources en tourisme. C'est la même chose. Donc, on bâtit graduellement notre réseau et qui nous permet peut-être un jour, lorsqu'on atterrit au Canada, à Ottawa ou n'importe où, qui nous permet d'envoyer un courrier pour dire, ben voilà, on s'est rencontrés sur cette plateforme ou dans ces salons-là et je suis actuellement, je sais pas moi, à Calgary. Est-ce qu'il y a une organisation qui existe qui peut m'aider dans ma recherche d'emploi? Donc, ça sera beaucoup plus facile pour moi de dire oui, effectivement, il y a un membre de RD Canada qui existe qui peut vous appuyer dans votre recherche d'emploi. Donc, petit à petit, on bâtit notre réseau qui nous permet aussi, comme ça a été mentionné, il y a certains emplois qui sont cachés. Et comment connaître ces emplois qui sont cachés? Ben, c'est en baptisant son réseau, en faisant partie des chambres de commerce, en faisant du bénévolat, mais on arrive peut-être à se ressourcer davantage et c'est à travers de là qu'on voit souvent des offres d'emploi qui sont disponibles, qui ne sont pas forcément sur le site web. Alors, et souvent, les gens avec qui on a tissé des liens, c'est eux qui deviennent des personnes de référence parce que c'est eux qui vous ont parlé de ce poste-là. Donc, ça ne les dérangerait pas que vous donnez leur nom comme personne de référence pour le suivi à l'entrevue, etc. Donc, c'est le système canadien et il faut s'adapter lorsqu'on est dans ce système-là. Et il faut pas être trop gêné à sortir de notre zone de confort pour pouvoir aller tisser des liens avec les gens qui sont autour de nous. Merci Mohamed. Ça va conclure cette conférence hein, qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part de nos participants. Donc, je voulais vous remercier, Isabelle, Mohamed, d'avoir pris le temps de répondre aux questions des candidats pour, je dirais, enrichir l'information qui a été communiquée au cours de la présentation.
Je voulais également souhaiter à tous nos participants bonne chance dans leur projet d'immigration. Continuez à visiter ce salon, hein, d'aller voir les différents kiosques. On a des représentations du REDE Canada déclinées dans les différentes provinces et territoires qui sont présents là aujourd'hui avec des offres d'emploi. Donc n'hésitez pas à aller les visiter, de même que les employeurs qui ont affiché des offres. Vous pouvez aussi poursuivre votre participation aux différentes conférences qui sont encore disponibles d'ici la fin de la journée. Donc, merci encore à Isabelle Mohamed et Si. puis bonne chance à toutes et à tous et bon salon. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, bon succès. Bon succès. Merci.